En un peu plus de 20 ans, il est devenu l'objet le plus important au monde. Indispensable, addictif et génial. Merci de me donner une telle importance. On compte plus de 7 milliards de téléphones portables dans le monde, avec des utilisateurs comme vous et moi. Oui, mais également les principaux leaders de la planète. Oui, eux aussi les utilisent et les surutilisent même, car ils sont une extension de leur pouvoir. Communiquer, influencer, espionner. Ainsi va le monde dans lequel la politique, la diplomatie du smartphone n'est pas une légende. Chaque seconde, à l'aide d'un, deux, trois téléphones portables parfois, ils alimentent à leur tour ces milliards d'échanges d'informations. Alors les chefs d'État sont-ils conscients des risques de piratage et d'espionnage? Leurs échanges sont-ils protégés? La réponse est oui. Mais tout cela est-il infaillible? Cette question me pose un problème. Cette question est plus complexe que vous ne le pensez. Le 24 juin 2017, dans le palais de l'Élysée, Emmanuel Macron, fraîchement élu, s'apprête à poser pour son portrait officiel. Les coulisses de cette séance photo sont filmées avec le smartphone de sa conseillère en communication. Par contre, on va peut-être y aller par rapport à la lumière. Ouais, regarde. À l'époque, un détail nous avait échappé. Un tout petit détail en bas à gauche. Pas un, mais deux portables subtilement placés sur le bureau présidentiel. Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de reprendre l'iconographie très ostentatoire de ses prédécesseurs, avec l'horloge, l'encrier et les grands classiques de la littérature française. Les téléphones, alors ça par contre c'est l'idée de génie. Le président 2.0, la Startup Nation. Ça envoie le message que c'est un président qui va beaucoup utiliser ses téléphones dans l'exercice de sa fonction présidentielle. C'est vraiment quelque chose qu'Emmanuel Macron a mis en avant, effectivement, dès le début de son mandat, de se présenter à la Obama, c'est-à-dire des personnalités politiques jeunes, capables d'être dans le mouvement et dans l'action. On peut dire qu'il est accro, il passe des heures incalculables avec son téléphone, et d'ailleurs il a deux téléphones, et parfois il s'en sert en même temps. C'est-à-dire qu'il peut consulter sur son téléphone, sur sa main gauche, lire un article, et sur sa main droite, répondre à un message qu'il vient de recevoir. C'est quelque chose qu'il fait très spontanément et très régulièrement. Un président vissé à son portable, prêt à écrire des SMS en toute occasion. Oui, allô? Hey, it's Barack. Où qu'ils se trouvent, dans un avion ou à l'étranger, tous accros à leur téléphone portable. On voit bien comment l'utilisation du téléphone devient une marque. Dis-moi comment tu utilises ton téléphone, je te dirai quel type de leader politique tu es. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. Le smartphone, objet du quotidien par excellence, devenu un allié redoutable dans la main des puissants. La meilleure façon de résumer la relation de Donald Trump avec le smartphone est de s'en servir comme arme politique. La magie, mais aussi le grand danger du smartphone, c'est qu'avec ces appareils, il est tellement facile de publier ou de faire quelque chose qui a d'énormes conséquences. Non? Non. Du bureau ovale de la Maison-Blanche au salon verrouillé de Pyongyang, comment le smartphone est devenu une extension du pouvoir. En Corée du Nord, l'État installe dans les portables des contenus à la gloire de Kim Jong-un. Les smartphones sont devenus de véritables outils de propagande. Il était notre ami au départ, il est devenu une addiction forte et maintenant il est devenu aussi un ennemi. C'est un espion dans notre poche.
Et si les grandes décisions qui façonnent notre monde actuel étaient prises sur un écran tactile? « 1975, palais de l'Élysée. Quand la sonnerie du téléphone oscillait entre le passage d'un train et la bouilloire. Allô? Oui, c'est Dutet qui suit l'événement de l'avenue Kléber. Il paraît loin le temps des 2 téléphones en bakélite, à cadran, posés sur le bureau présidentiel. Cinq décennies plus tard, bienvenue dans l'ère du smartphone. Connecté en Europe. Merci à toi, vraiment. Donc, on y va. Ses collaborateurs et tous ceux qui le connaissent bien disent souvent qu'Emmanuel Macron, il a son téléphone greffé sur la main. Il ne s'en sépare jamais. Un président addict à ses 2 portables, au pro et au perso, le jour, mais aussi la nuit. Il y a évidemment chez lui quelque chose qui est très différent de beaucoup d'autres hommes politiques, c'est les SMS nocturnes, les textos qu'il envoie, qu'il reçoit par dizaines la nuit. Emmanuel Macron a remplacé les visiteurs du soir, ses conseillers de l'ombre qui étaient reçus discrètement au château. Lui, c'est plutôt des textoteurs du soir. C'est-à-dire que lorsqu'il rejoint ses appartements privés, Emmanuel Macron poursuit sa journée, même sa soirée et une partie de la nuit, à échanger sur son téléphone. Une de ses phrases préférées, Emmanuel Macron, c'est « Comment tu sens les choses ?» Eh bien, il le mesure avec son téléphone. Très régulièrement, vous avez des ministres qui peuvent me raconter qu'il a reçu un message à 2 h du matin du président de la République et qui d'ailleurs lui demande une réponse dans l'immédiat. Il y a des anecdotes assez savoureuses. Par exemple, lorsque Jean-Yves Le Drian était ministre des Affaires étrangères, le soir, Emmanuel Macron lui renvoyait une salve de messages très tard dans la nuit, jusqu'à 1 h, 2 h du matin, quand Jean-Yves Le Drian, lui, plutôt une génération où il aime se coucher quand même pas trop tard, et souvent il disait « Moi, à minuit, je ferme mon téléphone, je me couche, et c'est vrai que quand je me lève tôt, il voit tous les messages du président de la République. » Et il racontait souvent qu'un de ses plaisirs, c'était lui-même de renvoyer des messages vers 5-6 h du matin. C'est bien qu'il y avait un petit décalage dans leurs messages. Parfois décalé avec ses ministres, Emmanuel Macron a bien compris qu'il devait être en phase avec les Français. Alors, impopulaire et secoué lors de la crise des Gilets jaunes, il va tout faire pour tenter de se rapprocher d'eux. Ça va, vous allez bien? C'est énorme. Ok, je suis prêt. Bonjour, voilà, je vous retrouve pour répondre à quelques questions. 10 millions d'abonnés sur X, 4 millions sur Instagram, 6 millions sur TikTok. Et quand même une dinguerie. Selfie ou story, le président inonde les réseaux. Bonjour à tous, voilà, on est samedi, c'est la bonne journée pour arrêter de scroller et sortir pour faire du sport. S'adresser directement aux Français, une vieille obsession des présidents. À noter également que les jeunes peuvent appeler depuis hier directement le président sortant, et cela par téléphone. Mais c'est parce que je souhaitais vous parler personnellement que j'ai décidé de créer cette ligne directe. Dites-moi ce que vous attendez de ce septennat nouveau et ce que vous attendez de moi. Bonjour, Monsieur le Ministre. François Mitterrand a joué aussi la carte de l'innovation. Vous présentez ce premier système mondial de vidéocommunication par fibre optique. Voici en quelque sorte l'ancêtre de FaceTime ou de WhatsApp vidéo. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Ministre, mais je vais vous poser une première question. Qu'est-ce que je pourrais, donc qu'est-ce que les Français demain pourront obtenir à l'aide de cet équipement? 40 ans plus tard, le président n'est plus en visiophone avec son ministre des PTT, mais avec des anonymes. Baban sur Instagram. Bonjour, pourquoi ne pas créer une armée
de défense européenne. Le fait d'intervenir ou de passer par les réseaux sociaux, c'est une manière pour lui de contourner toutes les voies plus traditionnelles et puis parfois d'échanger aussi de manière plus crue, plus spontanée avec les Français. Une communication directe qui frise parfois le ridicule. Comme lors de cet échange surréaliste avec un TikToker, dont les problèmes de péage ont amené une réponse du président en personne. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. Bonjour, je viens de vous voir. Quoi ? Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Même hyper connecté, quand on est président, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son smartphone. Donc ils nous attendent là-bas. Il a 2 téléphones, ce sont depuis le début de l'année 2025 2 iPhone 15. Ce ne sont pas les appareils qu'on trouve dans n'importe quelle boutique de téléphonie du coin. Ce sont des appareils qui sont régulièrement contrôlés, dont les puces sont régulièrement changées et qui sont aussi régulièrement vérifiés, particulièrement quand le président de la République revient d'un déplacement à l'étranger. Speaking. I'm here. Pourtant, une histoire embarrassante a récemment éclaboussé l'entourage du chef de l'État. L'affaire Strava. Un scandale qui implique ses gardes du corps et leurs téléphones portables, sur laquelle 2 journalistes du Monde ont enquêté pendant plusieurs mois. On a pu identifier à 10 reprises l'hôtel où s'apprêtait à séjourner le président de la République. C'est une information normalement qui est confidentielle, qui n'est pas à vocation à être publique. C'est un enjeu de sécurité très sérieux. Quand on a découvert cette faille, on a un peu eu du mal à y croire, de se dire que des informations aussi sensibles sont à disposition sur une application de jogging. C'est quand même grave, quoi. Strava, impossible de lui échapper. La plus célèbre application de course à pied. 135 millions d'utilisateurs actifs. Une application présente dans 190 pays. Strava, ça marche avec les montres connectées ou avec votre smartphone et ça permet d'enregistrer ses performances et aussi de les partager un peu comme sur un réseau social. Problème, certains profils devraient sans doute être plus vigilants. Au début, c'était presque une blague de se dire qu'on allait chercher le président Emmanuel Macron. Alors on se doutait bien qu'on n'allait pas le trouver lui-même, mais en revanche, ces gardes du corps, par définition, étaient un peu des bons clients potentiels, puisque sportifs du fait de leur métier, et donc utilisateurs très probables de Strava. Chacun de ces points correspond à une course qui a été effectuée soit au départ, soit à l'arrivée, ou en tout cas dans les alentours du palais de l'Élysée par ses agents. On a identifié au total 12 membres du GSPR, donc le service de protection du président de la République. C'est vraiment des experts dans ce qu'ils font, c'est-à-dire assurer la sécurité des présidents, mais concernant tout ce qui est sécurité numérique, ça coince un peu. Rien de plus simple ensuite de suivre chaque course à la loupe. On s'est notamment intéressé à leur déplacement à l'étranger. Et on voit ici, par exemple, qu'on a un des profils qu'on a identifié qui a une activité, une course enregistrée sur Strava à Tokyo, au Japon. Et on s'est rendu compte que ça correspondait parfaitement à la date à laquelle Emmanuel Macron s'était rendu à Tokyo. Sur les profils Strava, donc, en parcourant l'historique de ces gardes du corps, on voyait apparaître des villes un peu aux 4 coins du monde. Quand on comparait ces dates-là avec les déplacements d'Emmanuel Macron, ça collait. Au total, on a pu identifier plus de 100 déplacements entre 2016 et 2024.
Savoir que les gardes du corps suivent le président, c'est pas un scoop. Le problème, c'est que parmi ces gardes du corps, certains arrivent souvent quelques jours à l'avance. C'est ce qu'on appelle partir en précurseur. C'est-à-dire qu'ils arrivent un jour, 2 jours ou 3 parfois sur les lieux mêmes, notamment pour sécuriser la visite. Et très souvent, ils sont logés dans le même hôtel que celui où s'apprête à séjourner le président. Et donc, quand ils vont courir... Si on regarde le point de départ et le point d'arrivée des courses, eh ben, ça nous mène au pied même de l'hôtel où va séjourner le président. Information normalement confidentielle. Donc ça veut dire que quelques jours plus tôt, on peut savoir n'importe qui via Strava où va séjourner le président lors de ses déplacements. Avec cette technique, plus d'une dizaine d'hôtels qui ont hébergé le président Macron auraient ainsi pu être découverts en avance. Parmi les cas qu'on a identifiés, il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est un déplacement d'Emmanuel Macron à Vilnius en septembre 2020. Ce tracé rouge qu'on voit à l'écran, il correspond à la course d'un agent du GSPR qui était donc arrivé en précurseur. Le point d'arrivée de la course se situe juste ici, au niveau du Grand Hôtel Vilnius. Et c'est là que 3 jours plus tard a séjourné le président Emmanuel Macron. C'est d'autant plus problématique que lors de ce voyage, Emmanuel Macron a rencontré la principale figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, à ce moment-là en exil pour sa sécurité en Lituanie. On connaît la réputation des autorités biélorusses en matière de répression de l'opposition politique. Et donc le fait que n'importe qui puisse, en quelques clics sur Internet, identifier à l'avance le lieu de cette rencontre, on comprend bien que les enjeux de sécurité sont énormes. Un président dont les lieux de résidence à l'étranger seraient donc connus en avance. Mais il y a encore plus grave. Ce que révèle notre enquête, c'est un double enjeu de sécurité. Il y a d'une part la question des déplacements du président, mais il y a également la question de la vie privée de ces gardes du corps. Beaucoup de ces agents du GSPR qu'on a identifiés sur Strava utilisaient l'application en ayant leur vrai nom, leur vrai prénom. Et à travers leurs courses, on arrivait à identifier leur domicile très facilement. On va retrouver aussi des photos de ses proches, parfois même de ses enfants. Et donc on imagine très bien comment un acteur mal intentionné pourrait utiliser ces informations sur la vie privée de ces gardes du corps pour faire pression sur ces gardes du corps. Suite à ces révélations, l'Élysée s'est fendu d'un communiqué pour minimiser les risques. Les conséquences des faits mentionnés sont très faibles et n'ont en aucun cas des impacts sur la sécurité du président de la République. Pour le moment, visiblement, pas de conséquences graves pour la France. Mais il y a un précédent assez spectaculaire en Russie. Donc dans la ville de Krasnodar, en 2023, un matin, un officier russe est retrouvé assassiné dans un parc. Une histoire digne d'un roman d'espionnage sur lequel a enquêté Chris York. Ce journaliste anglais qui vit à Kiev depuis plus de 4 ans travaille pour le média en ligne Kyiv Independent. Vladislav Ritsky était un commandant russe de 42 ans. Il était auparavant le commandant d'un sous-marin qui a lancé des attaques de missiles. L'une de ces attaques sur la ville de Venitsa a été très dévastatrice et tué 27 civils, dont 3 enfants. Vous pouvez imaginer que pour l'Ukraine, il est une cible légitime à éliminer. Ce que révèle l'enquête du journaliste anglais, c'est le rôle joué par l'application Strava dans cette affaire, car le commandant russe aimait partager ses courses sur le réseau. La photo de profil correspondait très bien au commandant russe. Et il y avait plusieurs parcours de course à pied dans le parc où il a été abattu. Régulièrement, il effectue donc le même parcours, une mine d'informations pour d'éventuels ennemis. Ce
Ce 10 juillet 2023, à 6 h du matin, Vladislav Rysky s'élance pour un nouveau footing. Sur ces images de surveillance, l'homme qui porte ce jour-là un t-shirt violet est étroitement suivi par un homme à vélo. Et à un moment donné de sa course, il est pris en embuscade et abattu. Il meurt sur place et son assassin s'en serait tiré sans être vu. Une fois sa mission effectuée, le tireur à vélo repart incognito. Les autorités russes restent très discrètes sur ce meurtre. Les Ukrainiens, eux, semblent bien plus bavards. Tôt le lendemain matin du 11 juillet, les services de renseignement militaires ukrainiens publient sur Telegram beaucoup plus de détails. Ils décrivent le type d'arme utilisée, un pistolet Makarov, et affirment qu'il a reçu 7 coups de feu. Il est inhabituel que des services de renseignement divulguent des informations aussi précises. Cela envoie un message qui tente à dire « Nous sommes peut-être à l'origine de tout cela ». Si les autorités ukrainiennes démentent toute implication, d'autres éléments troublants les mettent en cause. Sur le profil Strava du commandant russe assassiné, une personne avait liké l'une de ses anciennes courses. Un compte au nom de Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est un petit détail intrigant, ultime point d'honneur d'une saga assez mystérieuse. Un assassinat orchestré avec l'aide d'une simple application de course à pied. Une histoire qui va laisser des traces. Des smartphones comme nid d'espions. Aux États-Unis aussi, des scandales ont mis à mal le mythe de l'invulnérabilité de l'oncle Sam. The New York Times reports that Donald Trump's phone calls are apparently frequently eavesdropped on by both Russian and Chinese intelligence officials, and that is not due to their amazing ability to crack into these things. It is due to his unwillingness to do literally anything to stop it from happening. Trump, espionné par les Chinois et par les Russes, retour en 2018 lors de son premier mandat. Trump n'a pas voulu remettre ses téléphones personnels non sécurisés par le département de la Défense. Il voulait continuer à les utiliser. C'était un défi pour son staff car chaque fois qu'il passait un appel sur l'un de ses vieux iPhones, la Chine écoutait, la Russie écoutait. Si vous pouvez compromettre le téléphone du président des États-Unis, c'est la plus grande victoire en renseignement. C'est donc un gros problème. Des révélations d'espionnage qui collent bien avec le caractère de Trump. Selon la loi, le président n'est pas autorisé à avoir son propre appareil pour un usage personnel. Il a donc simplement enfreint les règles. C'est ainsi que Trump fonctionne. S'il n'aime pas une loi ou une règle, il fait ce qu'il veut. En tant que renégat de naissance, il a compris très tôt dans sa vie que si tu ne veux pas suivre une loi, il suffit de le faire. Et tu défies les gens de s'en prendre à toi. Tu les mis au défi de te poursuivre en justice, au défi de t'arrêter. Et il l'a fait et s'en est tiré à peu près à chaque étape de sa vie. La sécurisation des échanges téléphoniques est pourtant une priorité des agents de la Maison-Blanche depuis des décennies.
En 1962, l'armée américaine a créé un bureau appelé Agence des communications de la Maison-Blanche, dont le travail était de protéger tous les appels téléphoniques du président. C'était juste avant la crise des missiles de Cuba. Cela justifiait le besoin de communication sécurisée entre les États-Unis et les dirigeants d'autres pays. Cela a conduit à la création du soi-disant téléphone rouge. Le téléphone rouge, un mythe datant de la guerre froide, bien loin de la réalité. Se promener dans ce musée, c'est comme voyager dans un livre d'histoire. Le musée des télécommunications de Seattle abrite un siècle d'appareils de transmission en tout genre, dont la fameuse ligne entre Washington et Moscou. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. Nous avons souvent imaginé que lorsque John Kennedy a appelé Khrouchtchev pour la crise des missiles de Cuba, il aurait utilisé un téléphone comme celui-ci. Il s'agit d'une erreur. Aucun téléphone rouge n'a été utilisé. En fait, ce qui a été utilisé est un téléscripteur comme celui-ci. Le texte est écrit et le message final était imprimé sur une machine très similaire à celle que vous voyez ici. Des communications moins glamour que la version inventée par Hollywood. Je pense que le film Dr Folamour a popularisé l'idée selon laquelle il existe un téléphone rouge géant, un peu comme un gros bouton rouge. Et le président américain appelle le président russe pour lui dire de ne pas lancer de bombes nucléaires. C'est une fable. On évite une guerre nucléaire grâce à un simple appel. Mais pourtant, à y regarder de plus près, il existe bel et bien un mystérieux bouton rouge sur le bureau de Donald Trump. À la Maison-Blanche, il a fait installer une petite boîte sur son bureau. Il appuie sur le bouton rouge et son Coca Light est livré. Il adore ça. C'est le genre de choses qui lui donne le sentiment d'être le chef, d'avoir tout ce qu'il veut quand il le veut. Avant l'ère Trump, Barack Obama a été le premier à entrer à la Maison-Blanche avec son smartphone. Obama était sénateur avant d'être président. Il avait un BlackBerry, comme la plupart des hommes politiques de l'époque. Il adorait l'utiliser. Quand il est devenu président, il a voulu continuer, mais l'Agence nationale de sécurité lui a dit « Ce BlackBerry n'est pas sécurisé, vous ne pouvez plus vous en servir ». She's right. Hey, it's Barack. Listen, can we get together? Ils ont fini par trouver un moyen d'insérer du matériel de sécurité dans le téléphone et il a pu utiliser son BlackBerry. Le téléphone en question est rapidement surnommé le BarackBerry. Mais le président Obama, aussi moderne qu'il soit, va passer à côté d'une autre révolution. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Un an avant l'élection d'Obama, Steve Jobs présente au monde entier sa plus belle création. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Le patron visionnaire compte bien ringardiser les BlackBerry et autres appareils à touche. Pour l'aider à promouvoir ce nouveau téléphone, il fait appel à Ken Segall, un publicitaire, l'inventeur du célèbre slogan d'Apple « Think Different ».
Steve était confiant. Il était convaincu que cet objet allait tout bouleverser. Même en étant optimiste, impossible d'imaginer que ce téléphone puisse changer le monde autant qu'il l'a fait. Mais souvenez-vous qu'au tout début, il y a eu une réaction négative. C'est toujours comme ça avec les innovations. Et parmi ces quelques réfractaires, un certain Barack Obama, longtemps fidèle à son vieux BlackBerry. Après les années Obama et BlackBerry, la tornade Trump va tout bouleverser. Avec un iPhone en main et les réseaux sociaux comme mégaphone, le locataire de la Maison-Blanche va faire de son smartphone une arme politique redoutable. Le soir de sa première victoire, le nouveau président annonce déjà la couleur. Une soirée si belle et importante. Les hommes et les femmes oubliés ne le seront plus jamais. Nous allons nous rassembler comme jamais auparavant. Sam Nunberg a travaillé pour Donald Trump pendant 4 ans, avant qu'il ne soit élu. You're fired. Get out of here. Viré par son ancien patron, il a quitté Washington pour la Floride. Cet ancien conseiller de l'ombre a participé à la transformation du businessman et se confie en toute modestie. Je dois vous avouer que sans moi, il n'aurait jamais été élu président en 2016. Now we are looking only to the future. À l'époque, j'ai contribué à façonner la politique et la stratégie de communication que nous allions utiliser. J'ai affiné pour que cette communication soit adaptée à Donald Trump, le mania des médias, le promoteur immobilier de luxe, qui va passer sur la scène politique. Un combat loin d'être gagné au départ. Car Trump n'est pas vraiment un adepte des outils numériques. Il est resté coincé dans les années 1960 en matière de technologie. Il ne l'utilise pas dans sa vie de tous les jours. Lorsque je lui rendais visite à son bureau de la Trump Tower, il n'y avait pas d'ordinateur sur son bureau. Il utilisait à l'époque un téléphone à clapet. Et pourtant, il était totalement fasciné par Twitter parce que c'est exactement ce qu'il a toujours aimé, c'est-à-dire la réponse instantanée, la reconnaissance instantanée, l'attention instantanée. Il l'a considéré comme la nouvelle presse à imprimer, le nouveau communiqué de presse, et c'était sa voix. Il a compris la simplicité et le côté sans filtre du smartphone. Et comme Twitter est une plateforme de l'immédiateté, vous pouvez diffuser vos idées à beaucoup de monde. Et cela correspond particulièrement bien au style de communication de Trump. C'est un homme qui a toujours eu une longueur d'avance dans le domaine des médias. Il les comprend mieux que tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie. Il m'a appris qu'une publicité négative est parfois une bonne publicité. Et pour diffuser ses messages, contrairement aux idées reçues, Trump ne tweete pas lui-même. Thank you, everyone. Thank you. Oh, too many thank yous. It's about 20. There must be 35. Il est souvent assisté par une collaboratrice. Trop de merci à la suite. C'est quoi son problème? Elle parle de la grandeur de San Francisco alors qu'elle l'a saccagé. Ce sont ses mots, son message, que ce soit ses doigts ou non sur le clavier. Vous savez quand il a réellement tapé un tweet, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, des majuscules aléatoires. La nuit, le président livré à lui-même se lâche. Le Mexique va payer pour le mur, 100%. C'est la plus grande fraude électorale dans l'histoire de notre pays. Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous subirez les conséquences comme jamais dans l'histoire. Faites attention.
Ainsi, vous voyez souvent ces tweets les plus scandaleux et les plus extrêmes arriver très tôt le matin, à 1 ou 2 heures du matin. Ce sont donc ces moments où il est seul, où il est capable de le faire sans que personne ne le retienne. C'est là qu'il est le pur Donald Trump. Joe Biden, le fou, essaye de jouer au mec dur. Il est faible mentalement et physiquement, et pourtant il me provoque. Il se retrouverait vite à terre à pleurer. Ne menace pas les gens, Joe. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il avait 400 000 ou 500 000 abonnés. Quand j'ai arrêté de collaborer avec lui, quelques semaines après le début de la campagne présidentielle, je pense que nous étions à environ 9,5 millions de followers. Et maintenant, il en a 100 millions. Regardons Barack Obama. Bon, Barack Obama compte 130 millions de followers. Mais ne dites pas ça à Trump. Il n'aimerait pas ça. Fake news, folks. Fake news. La machine Trump devient inarrêtable. De 150 tweets par mois en moyenne au début de son premier mandat, il frise les 1500 tweets pour le seul mois de juin 2020. Banni un temps de Twitter, Donald Trump va créer son propre réseau social appelé Truth, la vérité. Une surexposition qu'il met au service de ses idées pour imposer sa vision de l'Amérique. Il a réalisé que ces réseaux sociaux étaient très efficaces pour susciter des émotions. Et l'émotion qui prédomine, c'est la colère, la rage. En mettant les gens en colère à propos de quelque chose et en les mobilisant. Et son compte Twitter et ses autres plateformes continuent d'être utilisés pour cela, pour vous toucher émotionnellement. Un style qui fait des émules à travers le monde. Nayib Bukele au Salvador, Viktor Orban en Hongrie ou Javier Milei en Argentine. Les leaders populistes reprennent la recette Trump. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Les autres dirigeants étrangers ne tweetent pas comme Trump. Personne ne tweete comme Trump, soyons réalistes. Mais ils sont devenus plus hargneux et combatifs et plus disposés à dire des choses provocantes. Un iPhone dans les mains d'un président aussi imprévisible que dangereux. Jamais Steve Jobs n'aurait pu l'imaginer. Comme si Frankenstein avait été dépassé par sa créature. J'adorerais voir ce que Steve ferait aujourd'hui. Je suis convaincu que les idées les plus radicales du monde ne se seraient pas répandues aussi rapidement sans l'iPhone et tout ce qu'il a inspiré. Je suppose que c'est comme tout dans ce monde. Chaque invention fantastique a un côté sombre. Si Donald Trump utilise son smartphone comme une arme politique, d'autres dirigeants, au contraire, voient dans cet objet une menace qu'il faut à tout prix contenir. 조선민주주의인민공화국 국가항공우주기술청국 보도. 정찰위성 성공적으로 발사. En Corée du Nord, le leader Kim Jong-un est passé maître dans la mise en scène de son pouvoir. Comme ici avec ce mauvais remake de Mission Impossible. Le montage et la bande-son sont fournis par l'organe de presse du régime. Dans un pays qui contrôle sa communication à l'extrême, une photo a fait beaucoup parler d'elle. Elle date du 13 juillet 2023. On y voit le commandant suprême, avec sur la table, un téléphone pliable dernier cri.
Simple oubli ou message de propagande évident? Comme il y a un étui dessus, on a du mal à distinguer. J'ai essayé de l'agrandir, mais la résolution n'était pas très bonne. C'était très difficile d'obtenir plus d'informations à partir de la photo. Quand des clichés des dirigeants sont publiés en Corée du Nord, tous les détails sont intentionnels. Ils ont des experts pour ça. Ils font ce que l'on appelle de la politique par l'image, en transmettant des messages politiques via des photos. Ici, nous faire croire que la Corée du Nord est capable de fabriquer ce type de téléphone sophistiqué. Une version officielle très peu probable. Le pays vit sous embargo de l'ONU, avec interdiction absolue d'importer du matériel électronique. Alors d'où provient ce mystérieux portable? Une rumeur évoque même un modèle sud-coréen Samsung. Pourquoi utiliseriez-vous un téléphone venant de Corée du Sud, votre ennemi juré, si vous êtes le guide suprême de la Corée du Nord? Très probablement, je pense que cela venait de Chine. Autre photo, autre mensonge. Le leader Kim trompe son peuple en faisant croire que les téléphones vendus sont tous made in Pyongyang. Le gouvernement a toujours affirmé qu'ils sont fabriqués par la Corée du Nord. Mais c'est bien connu qu'ils sont en fait produits en Chine et importés en Corée du Nord. Ils sont juste renommés. Ils changent simplement les étiquettes ou ils les assemblent de nouveau. Un jeu de dupes et une dictature qu'une poignée de citoyens tentent de fuir. Yona avait à peine 18 ans lorsqu'elle s'est échappée en 2019. Cette transfuge nord-coréenne vit aujourd'hui à Séoul. Capitale ultra-moderne en perpétuelle effervescence numérique. Un choc de culture pour la jeune étudiante. Dans mon ancien quartier en Corée du Nord, nous n'avions pas d'immeubles hauts. C'était des maisons basses, sans étage, toutes collées. Nous les appelions maisons harmonica, car elles sont alignées et collées comme des harmonicas. Tout avait l'air abandonné. À Séoul, je suis perdue au milieu des gratte-ciels. Je ne me suis toujours pas adaptée. Il lui a fallu 8 mois pour fuir son pays, en traversant clandestinement la frontière, puis la Chine et le Vietnam, avant de rejoindre la Corée du Sud. Une évasion possible grâce à des passeurs et grâce à un smartphone. Des gens nous ont prêté un portable chinois en cachette. Ce téléphone pouvait capter le réseau chinois parce que notre maison était proche de la frontière, juste séparée par une rivière. Yona a utilisé un téléphone chinois secret, car sa famille savait que leur portable pouvait être surveillé. C'est bien connu que le téléphone fixe est mis sur écoute par le régime. Mais désormais, c'est aussi le cas des smartphones. Donc on ne parle jamais de choses sensibles par téléphone. Tous les SMS sont surveillés en temps réel. Il existe des centres où des agents du gouvernement surveillent tous les échanges de textos. Et en ce qui concerne les appels vocaux, ils disposent d'une technologie permettant d'enregistrer toutes les conversations et de les stocker pendant 3 ans. Si le pouvoir nord-coréen est aussi paranoïaque, c'est qu'il a compris très tôt les dangers potentiels de ce moyen de communication.
Le régime a vu ce qu'il s'est passé au Moyen-Orient durant le printemps arabe, où beaucoup de personnes, lors de manifestations, échangeaient des informations sur leur téléphone portable. Au premier abord, on aurait pu croire que les autorités interdisent les smartphones. Mais au contraire, ils ont fait le choix risqué inverse. Plus vous bloquez l'accès au portable, plus le risque de rébellion est grand, et ils préfèrent l'instrumentaliser plutôt que l'interdire. Les conversations sont donc épiées en permanence, et les contrôles commencent dès l'achat du smartphone. 세용의 아리랑 150을 선전하기는 미래 과학자 고리에 자리 잡은 아리랑 정보기술 제품 상점과 Les citoyens ne peuvent pas acheter de portable dans n'importe quelle boutique, comme chez nous. Ils doivent se rendre dans des magasins d'État qui vont enregistrer l'identité et des détails sur l'acheteur. Il y a ces magasins officiels dans chaque quartier. Si on veut une application, comme par exemple un jeu, il faut s'y rendre et payer. Et ce sont les employés qui la téléchargent. Et l'appareil est aussi livré avec des fonds d'écran patriotiques. Il s'agit de statues, d'ouvriers et de soldats. C'est assez logique quand on parle d'un pays comme la Corée du Nord. Côté contenu, entre les jeux et la météo, on découvre certaines applications étonnantes. Il y a des applications préinstallées qui concernent principalement la propagande, comme les documents publiés par le gouvernement, dont les œuvres de Kim Jong-un, leur dirigeant suprême. C'est une sorte de Bible en Corée du Nord. Il est intéressant d'ouvrir un smartphone de la Corée du Nord et d'y écrire du texte. Quand vous tapez les mots, parfois ils se modifient tout seuls. Et pour des propos politiques, c'est amusant. Si vous tapez des mots offensants envers Kim Jong-un, les mots apparaîtront en noir. Non seulement les mots changent, mais vous recevrez un avertissement. Une autre application procède même à des captures aléatoires de votre écran. Un téléphone verrouillé et Internet n'offre pas plus de liberté. À la maison, il était impossible d'utiliser Internet. C'était un réseau à usage interne uniquement. Ils appellent cet intranet Gwanmeyang, ce qui signifie lumière vive, mais seulement pour faire la lumière sur leur propre territoire. Ils ne peuvent pas entrer en contact avec le monde extérieur. Si la population était au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, à mon avis, les gens ne feraient plus confiance au régime et ne l'admireraient plus. C'est pour ça que la Corée du Nord préfère fermer son réseau. En Corée du Sud, certains tentent de rompre cet isolement. Des activistes envoient régulièrement des ballons chargés de tracts, de mini-radios ou de clés USB contenant des chansons de pop coréennes. D'autres, comme Park Chan-ham, se font appeler les White Hat, des hackers éthiques dont la mission est de percer cette forteresse digitale. Nous utilisons des techniques offensives pour collecter des informations et trouver leurs points faibles. Car même fermé, ce réseau a des adresses IP communes avec l'extérieur. Il devient donc possible de pénétrer leur système. Et à part les smartphones, il y a aussi des réseaux comme Starlink ou de futures nouvelles technologies qui donneront davantage l'accès vers l'extérieur et nous permettront d'exploiter des failles dans ce réseau fermé. Il est donc tout à fait probable que ce système de communication nord-coréen s'effondre un jour. Et le régime de Pyongyang ne se contente pas d'exercer une surveillance numérique. Il cherche aussi à dissimuler certains événements embarrassants pour lui. Juillet 2024, le monde a les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Paris.
Lors de la remise des médailles de l'épreuve mixte par équipe de tennis de table, Sud-Coréens, Nord-Coréens et Chinois partagent le podium et posent ensemble pour un selfie historique. Un cliché qui fait le tour du monde. Nous avons retrouvé l'auteur de cette photo pleine de symboles, Lim Jong-un, le médaillé sud-coréen. Ces Jeux Olympiques sont un événement auquel je rêvais de participer depuis que j'ai commencé à tenir une raquette. J'ai été tellement heureux d'obtenir la médaille et excité de monter sur le podium. Samsung nous a ensuite donné un portable et ils nous ont demandé de prendre des selfies. Un téléphone Samsung aux Jeux Olympiques, tout sauf un hasard. Le géant coréen a réussi un joli coup marketing. Partenaire officiel des JO, la marque a distribué 17 000 téléphones aux athlètes. Son dernier modèle pliable, en édition spéciale dorée. Succès garanti. How cool is it? Hello. Mais le coup de maître est d'avoir imposé le selfie de la victoire sur chaque podium. J'ai tenu le portable comme ça, et comme on était 6, c'était difficile d'avoir tout le monde dans le cadre. Lim était loin d'imaginer que cette photo aurait des conséquences sur les athlètes nord-coréens posant avec lui. Quand j'ai vu cette scène, j'ai tout de suite compris que ce selfie pouvait poser problème. Alors j'ai commencé à mener mon enquête via des sources bien informées en Corée du Nord. Seul Ki Jang travaille pour le Daily NK, un média installé à Séoul et spécialisé sur la Corée du Nord. Cette journaliste aguerrie connaît bien la propagande de Pyongyang. Les Nord-Coréens devaient retenir leurs expressions. Ils ont eu des formations avant de quitter le pays, avec pour instruction de ne pas parler, ni de sourire lorsqu'ils auraient des contacts avec des étrangers. Quand vous regardez les visages des joueurs, vous voyez que les Chinois et Sud-Coréens sont très souriants. Mais Ri Jong-sik, le joueur nord-coréen, a l'air gêné, comme indifférent. Lors de mes recherches, une évaluation idéologique du joueur était en cours. Même si on ne le voit pas sur la photo à ce moment précis, dans le rapport, il est consigné que le joueur a regardé les étrangers en souriant. Comment peut-on sourire en prenant un selfie avec des Sud-Coréens qui viennent d'un pays hostile? Des accusations qui peuvent conduire à de graves représailles, comme la détention dans un centre de rééducation. Bien loin, très loin de l'esprit olympique. Je n'ai pas d'informations sur cette affaire. Je suppose que ça n'a pas posé un problème grave. En tout cas, j'espère. Mais si c'était le cas, je me sentirais mal. L'athlète nord-coréen évitera de justesse la sanction. Ces enquêtes pour contamination idéologique illustrent bien la paranoïa de Kim Jong-un. Cette photo est le meilleur exemple d'un État qui veut surveiller et contrôler la vie de ses citoyens à travers un simple téléphone portable. Si les régimes autoritaires surveillent leur population au grand jour,
Les grands de ce monde dans nos démocraties ne sont pas épargnés. En 2021, un logiciel espion a semé la panique dans les chancelleries pendant plusieurs mois. Son nom, Pegasus. An investigation into Walter is turning out to be the biggest spying scandal in cyber history. Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und oppositionelle Politiker ausgespäht worden. The NSO Group manufactures and sells advanced spyware to governments called Pegasus. Ce logiciel a été conçu en Israël par la société de sécurité informatique NSO Group. Un des programmes de surveillance les plus astucieux jamais développés pour, initialement, traquer les terroristes. NSO, ce ne sont pas des personnes qui piratent votre téléphone. Ils font quelque chose de similaire aux grands groupes de défense. Ils vendent un outil au gouvernement. Ce ne sont pas des tueurs à gages, mais des vendeurs d'armes. Et ce pistolet s'appelle Pegasus. Ce que peut faire Pegasus, c'est mettre une balle dans votre iPhone. Ils utilisent une faille de sécurité de l'iPhone ou d'Android pour installer un logiciel espion. Donc imaginez, votre téléphone est comme une maison avec un trou. Ensuite, ils mettent la main dedans et installent quelque chose. Mais en fait, c'est 1 million de fois plus complexe que ça. Pegasus fait quelque chose qui ressemble à de la magie. C'est une infection par 0 clic. 0 clic. Même plus besoin d'appuyer sur un lien malveillant. Une fois infecté par ce logiciel, votre téléphone n'a plus de secret. Pour comprendre la magie d'un système comme Pegasus, si votre téléphone a été piégé par ce logiciel espion, quelle que soit l'appli que vous avez sur votre téléphone, vous voyez tout ce que voit le téléphone à l'instant T en permanence. Donc quand vous tapez votre code secret, c'est vu. Quand vous envoyez vos messages, c'est vu. Quand vous recevez vos messages, c'est vu. Donc voilà, vous voyez dans le téléphone de l'autre comme dans un livre ouvert. Vous pouvez activer ou désactiver le micro de l'appareil, allumer ou éteindre la caméra, ou accéder aux messages. C'est très facile à utiliser. Le problème de l'infection du téléphone par Pegasus, c'est qu'on ne le sait pas. C'est que ça se passe à distance, c'est totalement invisible, c'est totalement inodore, indolore. Votre téléphone, vous le posez sur votre table de chevet quand vous vous couchez et le lendemain vous réveillez, il est infecté, vous êtes espionné et vous ne le savez pas. Le journaliste Laurent Richard était à la tête du consortium de médias qui a révélé cette affaire tentaculaire. 1 an d'enquête, en prenant le maximum de précautions. Ça, c'est une poche. On l'a utilisée tout le temps pendant l'enquête. On met son téléphone dedans et en fait, ça coupe immédiatement tout rayonnement du téléphone portable. Donc, toute possibilité pour celui qui attaque de rentrer dans le téléphone. Le point de départ de cette investigation, la fuite d'un listing secret avec plus de 50 000 numéros de téléphone. C'est des numéros de téléphone et au début, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et en fait, on fait vite des analyses, des recoupages avec nos propres carnets d'adresses. Le moment où moi je comprends que ça va être une affaire mondiale, c'est quand je vois qu'il y a le numéro de téléphone du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Ça nous raconte tout de suite un scandale mondial, explosif, inédit, et l'immense problème que la démocratie va avoir avec ce type de logiciel dans les années à venir. Un logiciel imparable, vendu depuis des mois par la société israélienne à une quarantaine de pays, à des démocraties, mais aussi, fait nouveau, à des États autoritaires. Alors cette capacité, cette force des Israéliens, on l'avait vu. On a vu aussi qu'en termes de coopération contre le terrorisme, que les Israéliens faisaient des choses extraordinaires en prenant contrôle des téléphones. On l'a utilisé à notre profit. Et en revanche, là où ça m'a surpris, c'est sa démocratisation de ce moyen d'espionnage extrêmement performant qui, tout d'un coup, est distribué à tort et à travers à des gens qui ne sont pas forcément recommandables. Et parmi ces clients non recommandables, une liste de pays qui correspond étrangement à des visites du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou. Lorsque nous avons étudié les différentes dates d'infection, la concordance est vraiment incroyable. Dès qu'il y a un voyage officiel de Netanyahou, nous voyons apparaître les premiers numéros de téléphone espionnés par le pays et ensuite les personnes ciblées apparaissent. Nous voyons donc la Hongrie, la Pologne, l'Azerbaïdjan. On assiste donc à ce ballet de visites au fil du temps où ce petit manège de cyberdiplomatie s'est joué. Un jeu dangereux qui s'est retourné contre Israël quand le scandale a été révélé. Israël a eu de grands problèmes. L'Amérique était très énervée, la France aussi. Notre ministre de la Défense a dû rencontrer Macron pour s'expliquer. En France, l'affaire atteint le sommet de l'État. Un des 2 téléphones portables d'Emmanuel Macron, ainsi que ceux de 15 de ses ministres, ont été ciblés. Les autorités soupçonnent le Maroc, également client de Pegasus, d'être derrière ces intrusions. Il y a eu un coup de fil entre le chef de l'État français et le roi du Maroc qui s'est très mal terminé. En fait, le roi du Maroc lui disait « Je vous promets, on ne vous a pas espionné ». Et le président français aurait dit « Il y a 2 choses, soit vous le montez, la première option c'est vous le montez, la deuxième c'est vous ne savez pas ce qui se passe dans votre pays ». Et c'est là où le roi du Maroc aurait raccroché au nez d'Emmanuel Macron. Cette affaire d'espionnage a eu des répercussions dans les relations franco-marocaines pendant plusieurs années. Le scandale de surveillance Pegasus nous apprend que si vous êtes une cible prioritaire, il est presque impossible de vous défendre. Il n'y a aucun moyen d'être en sécurité. Si votre vie est sur votre iPhone, quelqu'un y accédera d'une manière ou d'une autre. Quatre ans après le scandale, le logiciel Pegasus est toujours vendu et a ouvert la voie à une nouvelle génération d'outils espions. Des logiciels toujours plus performants et boostés à l'intelligence artificielle. Nous allons entrer dans un monde très opaque et effrayant dans lequel des outils comme Pegasus seront utilisés par des hackers bas de gamme. Et d'un autre côté, les États qui pourront faire de la surveillance de masse. Je suis très préoccupé par la façon dont l'intelligence artificielle va accélérer cet espionnage. À 1000 lieues de l'IA et des logiciels espions, un petit objet iconique des années 90 a refait curieusement parler de lui. Ah, c'est quoi? Message personnel. Qu'est-ce que c'est? On se donne rendez-vous à 16h30 au parc. On les appelait Tam Tam et autres tatous. Ces beepers dans les cours d'école qui permettaient de recevoir des messages courts. « 30 ans plus tard, au Liban, cet engin archaïque est étonnamment réapparu dans les mains des miliciens du Hezbollah. Le mouvement chiite ne relance pas une mode, mais veut échapper à tout prix à la surveillance d'Israël, son ennemi juré. Les hommes du Hezbollah bannissent donc leurs portables pour communiquer discrètement entre eux. Ils avaient peur et se méfiaient du fait que l'utilisation de smartphones dotés d'une technologie de pointe est peut-être trop dangereuse, parce que c'est relativement plus facile pour les espionner, pour les infiltrer. Ils savaient qu'ils étaient très écoutés et donc ils se sont dit on va passer en low-tech. Alors c'est pas le low-tech absolu, mais c'est le beeper. Parce qu'un beeper, on peut pas, il n'y a pas de voix qui passe, c'est des petits messages courts, aucun renseignement ne va passer sur le beeper, ça va juste être des consignes très brèves, rendez-vous à tel endroit. Donc l'idée n'était pas mauvaise. Simplement, tout d'un coup, les Israéliens ont su. Bien informé, le Mossad, le service de renseignement israélien, décide de monter une opération secrète sans précédent pour piéger le Hezbollah. Ils ont eu l'idée non seulement d'écouter et de pirater leurs conversations, mais aussi d'essayer de saboter l'équipement.
Une opération minutieuse, longue de 10 ans. Le Mossad crée une myriade de fausses sociétés. Le Hezbollah n'y voit que du feu et commande des milliers de beepers. Ils ont en réalité été produits en Israël, dans une chaîne de montage spéciale à la périphérie de Tel Aviv, qui était secrète. C'était une opération montée par le Mossad. Les techniciens étaient du Mossad. Les experts en explosifs étaient des membres du Mossad. Et ils ont inséré à l'intérieur des beepers 1 gramme d'explosifs, très meurtrier et très efficace près de la batterie. Ensuite, ils les ont expédiés au Liban à destination du Hezbollah. Le plan était d'activer les appareils une fois qu'Israël aurait décidé d'envahir le Liban. Ce serait le coup d'envoi de cette campagne militaire. 17 décembre 2024, l'opération Beeper est déclenchée. Des explosions simultanées retentissent à Beyrouth et dans tout le Liban. Les appareils étaient préprogrammés lorsqu'ils entendaient un signal, une voix, un son. Une fois le message lu, boum, ils explosaient. Le plan était très intelligent, car pour lire les messages sur le beeper, vous deviez utiliser les 2 mains. Pourquoi ? Parce que le Mossad voulait infliger le maximum de blessures à ceux qui utilisaient les beepers. Plus de 3000 beepers ont explosé simultanément. En voulant se passer des téléphones portables, le Hezbollah s'est finalement pris à son propre piège. Le bilan de l'opération est lourd, 42 morts, près de 3500 blessés, dont des civils. Cette opération des beepers, elle est unique. On est arrivé déjà à piéger 1 ou 2 ou 3 ou un réseau de téléphone de 10 appareils. Mais à cette échelle-là, sur des déclenchements simultanés de plusieurs dizaines et centaines d'opérationnels d'une organisation clandestine très secrète et très sérieuse dans ses procédures, c'est un coup de maître unique et qui fera date dans l'histoire de l'espionnage. Sorti renforcé par cette opération, le Premier ministre israélien n'a pas manqué de fanfaronner à la Maison-Blanche. Non, sans une pointe de cynisme. Netanyahou a rencontré Trump à la Maison-Blanche. Il lui a offert en cadeau un beeper doré. C'était un geste symbolique pour prouver à Trump et à sa nouvelle administration le talent et la force des services secrets israéliens. Netanyahou est un maître des images. Il fait sa propre publicité pour montrer qu'il est un leader puissant. C'est un jeu pour lui. Et il est très doué pour ça. Une médaille en or pour Netanyahou contre un beeper doré pour Donald Trump. Dans les visites officielles, les cadeaux d'État ont parfois plus d'importance que les longs discours et autres déclarations. Ainsi va ce monde en ébullition, où tout le monde espionne tout le monde. Et cela avec un outil des plus banals, ce fameux smartphone. Pour en parler, un entretien inédit avec un agent des services de renseignement français, aujourd'hui en fonction. Pour sa protection, vous ne verrez pas son visage, et sa voix a été transformée pour cet entretien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation.
D'abord, première question simple. Si je vous demande de vous présenter et de nous présenter votre profession. Je suis un cadre de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et je suis responsable en son sein de l'activité cyber. DGSI qui a pour mission, d'une part, la lutte contre les ingérences étrangères, le contre-espionnage, et d'autre part, la lutte contre le terrorisme. Vous êtes agent? On peut dire agent, parfaitement. Vous êtes combien à la DGSI? À la DGSI, on est aux alentours de 5000 agents. Est-ce que vos proches, votre cercle familial est au courant exactement de votre profession? Mes proches, mon cercle familial sont au courant que je travaille à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. En revanche, ils ne connaissent pas forcément tous les détails de mon travail au quotidien. Vous avez été recruté il y a longtemps? Il y a un certain nombre d'années, on peut dire maintenant, oui. Pourquoi vous avez fait ce choix? Je pense pour déjà des raisons peut-être un mot qui peut être aujourd'hui un peu galvaudé, mais de patriotisme. Et puis parce que la matière est même passionnante. Je suis ingénieur de formation et ce qu'on peut faire dans un service de renseignement, ça relève de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. Alors justement, on n'est plus à l'époque des écoutes téléphoniques de François Mitterrand, on n'est plus à l'époque du Watergate. Ça a été une vraie révolution, ce smartphone, pour les différents services d'espionnage et de contre-espionnage? Oui, complètement. Alors on va un peu détailler, afin de savoir ce que vous pouvez effectivement percevoir et capter dans nos téléphones. Peut-être que vous connaissez déjà les questions que je vais vous poser, si vous avez traqué mon téléphone. Pas du tout. Pas du tout, bon. Il y a plusieurs façons de piéger un smartphone. Vous pouvez nous expliquer ça? Donc effectivement, il y a deux grandes voies de possibilité de piégeage. Soit le physique, c'est-à-dire que la personne qui cherche à piéger a en main le téléphone de sa cible, de son objectif, va brancher quelque part un câble dessus pour arriver à injecter son piège. Soit à distance. À distance, ça veut dire que depuis un ordinateur, on peut arriver, en passant par les réseaux de communication tels qu'Internet, arriver à injecter à distance, à l'insu du propriétaire du téléphone, un piège dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très fluide, très simple, très facile. Non. Le piège de téléphone, la grosse difficulté, ça consiste à rentrer dans le téléphone. Ça, c'est la partie vraiment extrêmement complexe et qui fait que ce n'est pas ouvert à tout le monde. En revanche, une fois que vous êtes dans le téléphone, vous avez accès à tout. Ça veut dire capacité d'accéder à nos messages? Oui. À nos mails? Oui. À nos vidéos? Oui. Il est également possible, une fois qu'un attaquant a pris le pas sur votre téléphone, d'activer certaines fonctionnalités à distance. Le micro, la caméra, ou accéder aux communications en direct. En quoi c'est compliqué? Il faut une certaine technologie? Il faut des technologies, c'est ce qu'on appelle des fameuses vulnérabilités, c'est-à-dire trouver des bugs dans le code des fabricants et arriver à exploiter ces bugs pour contourner leurs mesures de sécurité et rentrer dans le téléphone. Et ces bugs, ce sont les mêmes pour votre téléphone, le mien et... On a tous la même version téléphone, donc le bug il est présent partout s'il est trouvé. Alors ça représente combien de téléphones, ou combien de smartphones, ou combien de personnes qui ont été ciblées, par exemple, l'an dernier par la DGSI? C'est évidemment une information que je ne peux pas vous donner. Ça veut dire plusieurs milliers de personnes, si on veut rester un peu flou? Je ne répondrai pas à cette question, malheureusement. Pour bien comprendre, quelles sont les cibles de la DGSI, du contre-espionnage finalement, sur le territoire français? Tout individu piloté de manière directe ou indirecte par un État adverse qui évoluerait sur le territoire national en vue de faire une quelconque forme de déstabilisation, de s'en prendre aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous savez, on espionne toute personne qui pourrait essayer de capter des informations sur la France et pour les livrer à l'étranger. On fait du renseignement, on n'espionne pas puisqu'on fait du contre-espionnage. Toute personne effectivement qui pourrait capter de l'information pour la délivrer à l'étranger ou faire des formes de déstabilisation. Je suis toujours perdu avec cette sémantique, espionnage, contre-espionnage. Vous espionnez quand vous faites du contre-espionnage? On surveille les espions. D'accord, ok. Donc on est quand même un petit peu dans les sémantiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de la menace est extrêmement fort? Oui, résolument. Il est extrêmement fort. Ça a été renforcé plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 5 ans? Oui, disons qu'il s'est diversifié. On peut dire que l'état de la menace, il y a encore une dizaine d'années, était très focalisé sur le contre-terrorisme, avec les attentats qu'on a connus sur le territoire national. Aujourd'hui, avec le regain des tensions géopolitiques, forcément, il s'est axé sur le retour des grandes puissances, de l'affirmation des grandes puissances fortes. Le conflit en Ukraine ayant forcément des impacts sur le territoire national, par exemple. Par exemple, si je vous pose la question de savoir combien de personnes sur le territoire français aujourd'hui pourraient travailler pour la Russie, c'est très difficile de le savoir? Quand bien même je le saurais, je ne pourrais pas vous répondre. Mais vous en avez une estimation, vous? Peut-être. Peut-être. L'un des smartphones du président de la République, on l'a vu dans le documentaire, a été espionné par un logiciel Pegasus, logiciel israélien, que le Maroc a utilisé notamment. Nous, est-ce qu'on utilise Pegasus? Non. Des solutions telles que Pegasus n'ont jamais été utilisées par la France. Et nous sommes autonomes sur ce plan-là, nous, technologiquement? Oui. Donc on n'a pas besoin de Pegasus? On n'a pas besoin de Pegasus. Que nous ne voulons pas contribuer avec de telles sociétés à une forme de prolifération de l'arme cyber
Le fait que tout soit géré en interne par l'État français fait que nous sommes maîtres de qui peut utiliser nos technologies et elles ne peuvent pas se retrouver entre de mauvaises mains. C'est facile de convaincre un responsable politique parce que, on le voit, le président de la République, il est avec son téléphone, il a des téléphones, certes certains sont cryptés, mais ses collaborateurs, ils ont leur téléphone portable. Est-ce que ces hommes et ces femmes, vous les briefez? On les briefe, on leur explique les risques qu'ils encourent à mettre trop de données sur leur téléphone portable, les risques qu'ils encourent à laisser leur téléphone portable en permanence avec eux. On essaie de leur donner des conseils de bonne conduite. Par exemple, quand vous partez à l'étranger, peut-être ne pas prendre votre téléphone de tous les jours, mais prendre un téléphone spécialement dédié à votre déplacement à l'étranger. Réfléchir à ce qui est stocké sur ces appareils numériques, peut-être avoir un historique plus contraint, plus limité de ce qu'on laisse sur ces appareils numériques. Ce sont ce genre de conseils de bonne pratique. Et leur expliquer, encore une fois, le risque qu'ils encourent en cas de piratage. Moi, je ne suis pas président de la République, ni leader du Kremlin, ni de la Maison-Blanche. J'ai un téléphone et un smartphone finalement assez banal. Est-ce que, selon vous, il est suffisamment protégé? Aucun téléphone n'est à l'abri de pouvoir être piégé. C'est qu'une question de moyens. Aucun téléphone, aucun service, aucune application? Pour le grand public, non. Aucune application, aucun téléphone n'est suffisamment protégé. En revanche, il y a un effort conséquent de la part des fabricants de smartphones depuis plusieurs années qui ont investi lourdement, qui ont monté des équipes de très haut niveau afin de corriger ces vulnérabilités qui permettent à des attaquants de pénétrer dans le téléphone. Et le conseil qu'on peut donner, c'est en fait les mises à jour. Du temps que votre téléphone est à jour, c'est la meilleure protection que vous pourrez avoir. En revanche, rien ne vous protège à 100%. Ça veut dire que dans un ordinateur, on a des antivirus, ça sert à quelque chose? Oui, mais pas à 100% non plus. Et dans le téléphone, il n'y a pas d'antivirus. Pour le moment, ça n'existe pas. Pour le téléphone est clairement le parent pauvre. Comparé aux ordinateurs, aujourd'hui, il n'y a pas de solution antivirus réellement à la hauteur sur les téléphones. Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous laisser à penser qu'on a fait l'objet de piratage sur notre téléphone? Non, c'est bien là tout le problème. C'est qu'une fois que votre téléphone a réussi à être piégé, pour que vous, simple utilisateur, vous arriviez à vous en rendre compte, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible. Il y a des signaux faibles. Une batterie qui va se décharger un peu rapidement, des applications qui vont se mettre à planter, à cracher. Néanmoins, ces fonctionnements-là peuvent avoir trait au fonctionnement légitime du téléphone, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de le savoir, de le détecter. On a compris ce soir qu'il valait mieux, effectivement, pour garder ses secrets, finalement, pas avoir de téléphone portable, mais ça me paraît un peu compliqué. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de nous répondre. Merci. Une sécurité des téléphones portables qui n'est donc pas infaillible, loin de là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'un des plus puissants dirigeants au monde n'utiliserait pas de smartphone. Il s'agit de Vladimir Poutine. Avec nous, un homme qui a connu les coulisses du Kremlin, un ancien espion du KGB à Paris, exilé en France depuis 2001. Bonsoir Sergei Girnov, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, je voudrais une confirmation. Vous avez bel et bien été un officier de renseignement russe? Oui. Oui, pendant combien d'années? De 1984 à 1992. Vous avez été à cette école des espions Andropov, c'est cela? C'est ça. Vous savez où était Vladimir Poutine à l'époque? Oui, dans la même école. Dans la même école que vous? Oui. Vous l'avez croisé? On s'est croisés le premier jour. Une question essentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, Vladimir Poutine, il a un smartphone? Pas du tout. Il n'a jamais eu. Parce qu'il est paranoïaque. Mais ça, c'est son caractère paranoïaque. En plus, il est devenu encore plus paranoïaque pendant le Covid. Et là, maintenant, il joue là-dessus. C'est un chic. Oui. En fait, à l'époque de smartphone, d'être ne pas repousser la technologie. Ne pas avoir de smartphone, ça veut dire que, en fait, je m'en fous. Parce que j'ai tellement de pouvoir que c'est aux autres de s'adapter à moi. Lui, il peut ne pas avoir de téléphone portable. Il dit, puisque je ne l'ai pas, je suis protégé. Et c'est là la faiblesse de Poutine. Ces gardes du corps sont tombés dans le piège de ce logiciel mondialement connu, sportif. Quand ils courent avec leur portable. Le fameux Strava. Comme notre président de la République. Comme le président de la République française. Mais il a aussi les enfants, il a aussi les petits-enfants, il a aussi les serveurs, il a aussi les hauts fonctionnaires. Et tous adorent la technologie américaine, ils adorent les smartphones. Et notamment Dimitri Medvedev, qui effectivement... Medvedev, on l'appelait Dimitri iPhone Chic. D'accord. Le petit iPhone. Smartphone. On a vu cette photo avec le président Xi Jinping. Il avait un portable Iota fabriqué en Russie. Ça, honnêtement, c'est encore une fois de la com. La plupart des Russes, ils n'ont pas un Iota dans la poche, quoi. On est ridicule quand on a Iota. Je sais pas, les papis, les mamies, enfin, c'est ce qu'on appelle le téléphone de vieux. En fait, c'est ridicule. Surtout que Iota, vous avez dit, c'est un téléphone russe.
Sauf qu'il est fabriqué en Chine. Xi Jinping rigole parce qu'il sait que ce Iota est fabriqué chez lui. Quand on observe les images de Vladimir Poutine dans son bureau aujourd'hui, on a l'impression que ce bureau n'a pas bougé depuis Brejnev, qu'il y a des téléphones filaires. C'est comme ça que ça fonctionne au Kremlin encore aujourd'hui? Absolument. D'abord la sécurité, parce qu'il croit que les téléphones filaires qui n'émettent pas de signal radio ne sont pas captables. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Quand Vladimir Poutine appelle Emmanuel Macron, quand il appelle Trump, quand il se passe des coups de téléphone entre les uns et les autres, il a un téléphone crypté ou il téléphone depuis son téléphone filaire? Quand il téléphone à l'étranger, il n'a pas besoin forcément d'un téléphone crypté. Cette conversation passe entre deux chefs d'État, a priori ennemis. Donc on part du principe que c'est écouté. Ouais. Dans ce bureau du Kremlin, d'ailleurs, il n'y a pas d'ordinateur non plus? Si, mais il le cache. Il le cache. Il a l'écran. L'écran du ordinateur, il émet des ondes, donc il peut être écouté. Mais bon, ces bureaux, c'est les cages de Faraday. C'est organisé de telle façon qu'aucune onde ne peut pas rentrer dedans et ne peut pas ressortir. Et d'ailleurs, tous les bureaux de Poutine, il en a 12 partout, ils sont toujours les mêmes au Kremlin, mais aussi à Nova Galiova, sa résidence principale, mais aussi partout où il va, y compris dans le bunker dans lequel il se cache. Il a le même bureau, vous ne savez pas, dans lequel il est à ce moment-là précis quand il fait une communication. Ça veut dire, où qu'il aille, finalement, il reste cette boîte noire. Quand il est dans une voiture, quand il voyage, comment ça se passe? Quand il est en déplacement, il communique comment, Poutine? Poutine, c'est une énorme machine. Ça se prépare quelques semaines avant, parce qu'il y a déjà 3 ou 4 gros avions, gros porteurs, Antonov ou Ilyushin, qui viennent avec sa propre voiture. Propre voiture, comme le président américain. Plusieurs propres voitures, avec ses moyens de communication, avec une sorte de cube qui est aussi une cage de Faraday. Si jamais il a besoin de téléphoner quelque part là où il va Où qu'il soit, il sera protégé et personne ne l'écoutera. Et puis, il a aussi des officiers de liaison qui tremballent derrière lui une petite mallette qui est en fait son smartphone. Ce n'est pas iPhone, ni une autre marque, mais c'est une mallette produite par les Russes et soi-disant chiffrée, codée, etc. À l'inverse, le président français, lui, quand il se déplace, nous, comme cela, on a la sensation, il n'y a pas ces voitures, entre guillemets, qui sont des voitures comme le président américain ou comme le président russe. Est-ce qu'il prend trop de risques et est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ignore peut-être de ses déplacements avec le président français? Le président français se déplace exactement pareil, sauf que ça se voit beaucoup moins. De toute façon, il n'utilisera jamais les voitures du pays d'accueil. Il utilisera les voitures de l'ambassade de France, de l'ambassadeur. Sergei Girnov, vous allez me confirmer une chose, les ambassades, elles sont remplies de micros. Par exemple, à Moscou, toutes les ambassades ont été écoutées, et probablement ailleurs aussi. C'est le but de tous les services. À l'ambassade de France, il est arrivé d'avoir pendant 5 ans les telex qui étaient branchés sur le KGB. En fait, toutes les dépêches que l'ambassade envoyait au Quai d'Orsay étaient lues par le KGB. Il aurait peut-être raison, Vladimir Poutine, par rapport à un Donald Trump qui surcommunique, qui a de ses services de sécurité autour de lui, qui l'alerte en lui disant « mais vous pouvez pas répondre à chaque coup de téléphone » et lui qui dit « je m'en fous ». C'est Poutine qui a raison? Non, je crois que Poutine est vraiment paranoïaque. C'est pas comme ça qu'il va garder le secret. Le seul endroit dans lequel le secret n'est pas violé, c'est notre tête. Tant que le secret reste dans notre tête, on ne peut pas le savoir. Dès que ça sort, par la bouche, par l'écrit, par le dessin, c'est déjà parti quelque part, et donc c'est captable. Si je vous résume, smartphone ou pas smartphone, quand on veut écouter quelqu'un aujourd'hui... On finira par l'avoir. Il y a quelques semaines, le chef d'état-major des armées, le président de la République, ont verbalisé clairement que la France était une cible prioritaire de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France casse les pieds de Poutine. C'est le pays le plus important actuellement qui casse les pieds à Poutine. Sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, militaire et des services. Parce que quand je suis rentré au KGB en 1984, et donc lui en 75, 9 ans avant, on nous dit les cibles, c'est les États-Unis, cible numéro 1, et les pays de l'OTAN, dont la France. La France, bien sûr. Après, les Chinois, et après, Israël. Vous savez que ces 4 cibles n'ont pas changé. La France, pays armé de forces nucléaires, d'armes nucléaires, pays leader en Europe, parce qu'actuellement, l'Allemagne se cherche, et donc... Donc le leadership, il est plutôt ici. Donc la puissance première géopolitique de l'Europe occidentale, actuellement, c'est la France. Et donc, du coup, c'est la France qui représente le danger pour la Russie. On estime aujourd'hui, en France,
Entre 10 000 et 15 000 agents du monde entier qui seraient rien que dans la capitale. Vous êtes encore au courant? Combien il y a d'espions russes encore aujourd'hui en France? À l'ambassade, ils sont à peu près 80 personnes. Ouais. Enfin, ils étaient 80 personnes, parce que 50 ont été expulsés au début du conflit après Boutcha, en Ukraine, et le massacre de Boutcha. Une trentaine, mais quand vous prenez toute l'ambassade, il y a quasiment toute l'ambassade qui travaille pour les services, et donc du coup, vous pouvez prendre n'importe quel russe officiel, vous pouvez le considérer comme un agent. Alors à vous, le James Bond de l'espionnage russe, vous avez un téléphone? J'ai un téléphone. Et malheureusement, donc, j'admets que je suis devenu plus vulnérable que jusqu'à 2021. Malheureusement. Malheureusement? Ouais. Jusqu'à 2021, j'avais ce qu'on appelle le téléphone de papy, le fameux téléphone à touche qui n'avait rien d'autre, en fait, qui ne servait à rien qu'à téléphoner. Ça peut vous arriver ou ça a pu vous arriver dans certains rendez-vous de couper la caméra, de couper certaines applications? Non, si vous voulez vraiment couper, laissez votre téléphone à la maison. Ouais. Et vous allez à un rendez-vous tout nu, sans votre téléphone. Ce serait dur, parce qu'il faudra passer un moment très désagréable, parce que maintenant, on a tellement d'habitude d'avoir notre téléphone, mais c'est la seule façon. Une dernière question, Sergueï Girnov. On se demande toujours, vous le savez, hein, quand on a été espion, est-ce qu'on n'est pas espion à vie? Vous n'êtes plus espion. Je ne suis plus espion, mais j'ai la tête de l'espion. Bien évidemment, tout ce que j'ai appris quand j'ai été espion, c'est toujours là. Vous êtes encore un peu parano? Je suis très parano. Ah oui. Mais vous savez, dans l'espionnage, je dis, vous êtes parano ou mort. Et donc, pour ne pas être mort, il faut être parano. Est-ce que vous avez été un jour contacté par les services de renseignement français? Vous n'allez peut-être pas me répondre. Est-ce que vous avez été débriefé, interrogé par les services de renseignement français? Pas pendant le service, mais en revanche, après, quand je suis venu demander l'asile politique, bien évidemment, ils m'ont débriefé, oui. Vous n'êtes donc pas un espion français? Non. Vous êtes un homme libre? Je suis un homme libre. D'ailleurs, ça m'a déçu un peu. Ils ne m'ont même pas proposé. Ça veut dire qu'ils se méfient de moi. Merci, Sergueï Girnov. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi va le monde des smartphones des puissants de la planète. Cet objet fascinant et génial, qui est devenu si indispensable et qui est aussi le meilleur des espions de chaque instant de notre vie. Alors qu'allez-vous faire? Vous séparer de celui qui est devenu votre meilleur ami? Vaste question. On se retrouve très vite et bien sûr sur la plateforme France.tv.